La photographie, quand elle a été inventée, c'était pas pour combler une absence d'image, parce que l'image existait, les peintres existaient, le dessin était présent, mais on attendait de cette photographie faite par une machine une plus forte emprise avec la réalité. C'était la machine qui photographiait. Et étonnamment, aujourd'hui, en 2015, on se rend compte que cette attente d'une image de la réalité reste très présente. Alors qu'on sait pertinemment que depuis que la photographie existe, et c'est des discussions qui ont eu lieu même au 19e siècle, au 20e siècle, la photographie est faite de manipulation. La photographie est un point de vue. La photographie nous présente une certaine manière de penser la réalité, mais c'est un champ qui a été défini, cadré, et à côté de ça, il y a un hors-champ. Donc ce n'est pas vraiment la réalité. La photographie, on sait qu'elle peut être retouchée. Ce n'est pas uniquement depuis que Photoshop existe. Et pourtant, même avec ces retouches qu'on connaît bien aujourd'hui, et qui existaient déjà, bien sûr, même au 19e siècle, au 20e siècle, on a toujours cette attente d'une preuve par l'image. Nous sommes entourés d'une quantité énorme de photographies aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur cette évolution entre hier et aujourd'hui et la quantité de photographies ? Alors on sait qu'aujourd'hui, en 2015, on produit énormément d'images, mais on les partage aussi d'une autre manière, avec notamment Internet. Le chiffre que j'ai vu récemment, notamment, était Facebook et 350 millions d'images partagées chaque jour, ce qui est absolument phénoménal. Ces images, on les voit alors sur nos tablettes, sur nos smartphones, sur Internet. On les voit aussi dans la rue, on les voit dans la presse, elles existent. Et qu'est-ce que nous faisons avec toutes ces images qui nous submergent? Et c'est là que c'est important de bien comprendre la nature de ces photographies. La photographie, elle est faite dans différents contextes. Elle est faite pour des raisons scientifiques, pour des raisons documentaires, pour des questions publicitaires, pour des raisons artistiques. Et en fait, il est intéressant déjà de se poser la question, ces images que nous regardons, à quelle famille elles appartiennent. On peut prendre un exemple d'un photographe professionnel, Leonard Freed, qui est un photographe de Magnum, qui est décédé aujourd'hui, mais qui a commencé la photographie alors qu'il était jeune adulte, au début des années 50. Il en a fait son métier. C'est vraiment la figure du photographe de reportage professionnel. Il avait en permanence un appareil photo autour du cou. Partout où il voyageait, se déplaçait, il prenait des photographies à tout moment de son quotidien. Après 50 ans de carrière, on a estimé à 1 million d'images durant 50 ans. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui la quantité d'images que nous, amateurs, ça ne nous coûte plus de prendre une photo. Auparavant, il fallait acheter de la pellicule, il fallait envoyer les photos au laboratoire et les professionnels connaissaient ce prix-là. Donc même un professionnel comme Leonard Freed, il devait réfléchir au moment où il appuyait sur le détenteur et il savait qu'il prenait une image parce que ça coûtait. Combien d'images allons-nous produire aujourd'hui avec le numérique dans une vie? Si lors de la photographie argentique, un professionnel produisait 1 million d'images, qu'est-ce que ça va donner avec la photographie numérique, sachant qu'on peut prendre en permanence des images? En même temps, moi, ce qui m'intéresse comme historienne de la photographie, c'est on peut prendre beaucoup d'images qui sont numériques, mais lesquelles vont rester? Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur les sources des images actuelles que nous voyons dans nos actualités ? Avec l'arrivée de la télévision, le photographe de presse s'est déjà trouvé fragilisé dans son métier. Avec l'arrivée de la photographie amateur dans la presse, pensez simplement au tsunami. Les images que nous avons vues ont été faites par des touristes qui se trouvaient sur place et puis qui ont pu photographier notamment cette vague du tsunami qui dévastait tout. Et les professionnels sont arrivés après coup sur le terrain. Certainement l'un des premiers événements qui a vu ce phénomène du photographe amateur arriver est le 11 septembre 2001 avec l'effondrement des Twin Towers à New York. C'est certainement dans l'histoire de la photographie reportage un moment où le photographe amateur, le citoyen journaliste a émergé, ce qui a nécessité pour les professionnels de se positionner par rapport à ça, sachant que ils n'étaient plus forcément là au moment clé. Et quand ils produisent des images de presse, ils sont tout à fait au courant que la plupart des gens
Au moment où ils vont découvrir leurs images, ils sont déjà au courant de l'événement. Il s'agit de montrer des événements par la photographie en amenant un sens un peu plus profond et puis en questionnant cette actualité. Et je crois que les photographes de presse, vraiment, aujourd'hui, prennent cette direction. Vous avez aussi parlé des photos que les bourreaux eux-mêmes prennent. Avec l'État islamique et cette guerre en Syrie, on se rend compte que l'État islamique lui-même n'a pas besoin de faire venir des photographes professionnels sur le terrain. Eux-mêmes produisent des photographies en tant qu'amateurs et qu'ils diffusent par les réseaux sociaux. Et certains photographes professionnels se rendent compte que leur rôle n'est pas tant de nous présenter un événement, mais au contraire pour nous faire réfléchir à cet événement. On vient après l'événement, mais on va créer des images qui sont réalisées sachant qu'on a déjà vu les autres images. Ces photographes travaillent en prenant conscience que nous connaissons déjà ces images, elles nous habitent, les images d'actualité. On n'a plus besoin d'aujourd'hui de voir un bombardement à Gaza, on l'a vu. On n'a plus besoin de voir de nouvelles images, on les connaît ces images. De voir une femme qui sort de sa maison en hurlant et qui court parce que sa maison a été bombardée, quelque part, rien que d'évoquer cette description, vous allez avoir une image qui se forme dans votre esprit. On peut faire parler des images de manière très positive ou négative selon les mots qu'on va lui attacher. Et donc, certains artistes, sachant ça aussi, ont travaillé sur cette question de la légende. Alors soit en modifiant des légendes complètement avec des images qu'ils présentent et qui étaient destinées à nous donner une information précise, et donc pour nous montrer à quel point la lecture est orientée en fonction du texte, ou alors en supprimant l'image et nous donnant uniquement la légende. Il y a cette artiste Susan Evans qui a réagi à ce trop-plein d'images, et son travail a été uniquement de reprendre des légendes d'images de presse en lisant le texte et en laissant un rectangle noir, donc l'image vide, nous voyons l'image apparaître dans notre esprit.